2 heures. Et c'est-à-dire qu'ils ont mis 5 heures. 5 heures. Alors, seulement. c'était sur un New York-Londres. Le New York-Paris a fait un peu plus, 5h20, 5h30. C'est autant d'économies de carburant aussi. C'est bon pour la planète. C'est bon pour la planète. Karim Zerebi, c'est des images impressionnantes quand même. C'est impressionnant et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un métier, pilote de ligne. Entre pilote. intégrer le bon courant et gérer l'atterrissage. Les automatismes ne fonctionnent pas, c'est en manuel là. Ah non, mais On est hors dehors des limites de l'automatisme. très franchement, maîtriser un appareil pareil dans des conditions, c'est fortiche. Hein. Donc, C'est là où on voit l'expérience. ils sont entraînés en simulateur. Hein, Ouais, bien sûr, je suppose. En fait, entre le simulateur et la vraie vie, il y a tout. Et avec des centaines de vies à bord. Il y a des centaines de vies derrière, les gens qui doivent flipper, donc on doit aussi sentir la tension qu'il y a dans l'avion. Non, heureusement qu'on a affaire à des gens très formés. Et juste une remarque, vous voyez bien le problème quand on vous parle maintenant, tout est automatique, autonome, nos bagnoles, le truc, les avions sans pilote, les trains sans pilote, on se calme. Là, sans pilote, il allait au tapis, là. C'est sûr. Oui, non, pas question On était d'avoir en des avions dehors sans des pilote. limites de l'épure. Un avion sans pilote, c'est pas s'adapter à ce genre de situation? Pour le moment, non. D'accord. Maître Le Borgne, un commentaire sur ces images? Moi, je ne vais pas m'aventurer dans une technique que je regarde avec admiration. Simplement, ce qui me paraît intéressant dans ce sujet, ce n'est pas la première fois, c'est même très très ancien que les hommes et les femmes adorent parler de l'air du temps, de la météo, mais qu'il y a dans notre monde un certain nombre de forces qui nous échappent. Car il y a de temps en temps la tentation d'une sorte de domination humaine sur toute chose. Là, quand arrive la tempête, le marin que je suis vous dit il faut être modeste, et nous le sommes tous, et quelque part, le monde nous échappe un peu. Et c'est bien comme ça. Gabriel Cluzel, un mot. Alors, je suis très ennuyée parce que vous venez de me voler ma réplique. Non, mais je partage tout à fait votre avis. C'est vrai qu'on a tendance à se sentir un peu démiurge, là, avec l'intelligence artificielle et tout à l'avenant. Et là, on revient un peu dans les conditions, en plus de nos aïeux, parce que quand on n'a plus d'électricité, on se rend compte que d'autres soucis passent au second plan. Donc, c'est vrai que c'est pas souhaitable, mais ça rend humble et ça remet un peu les idées en place. Alors, on a beaucoup parlé, Michel, des avions. On a ces images impressionnantes des avions qui ont été bien chahutés. Il y a tous les dégâts aussi au sol, avec de très nombreuses chutes d'arbres, notamment dans le nord. Là, évidemment, c'est une tempête qui est plus importante que celle qui arrive d'habitude en hiver ou pas? C'est cette tempête, la caractéristique de cette tempête, on dit que c'est la tempête du siècle. J'en ai retrouvé une, on a oublié, c'était à 67 ans. C'était en 1953, qui était encore plus violente. Elle était dans l'hémisphère nord et surtout sur la Hollande. Et vous vous souvenez, ça avait fait monter le niveau de la mer et c'était passé par-dessus les digues et ça avait inondé les polders. Et il y a eu 3000 morts en 1953 en Angleterre par l'inondation. Donc vous voyez, hein, donc il ne faut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est exceptionnel. Celle-ci, elle est exceptionnelle par son intensité, elle est exceptionnelle par sa surface. C'est-à-dire qu'elle concerne quasiment toute l'Europe du Nord. Actuellement, la dépression, qui était pour nous dimanche sur l'Écosse, elle est maintenant sur la Norvège, sur la Suède, Finlande, et puis elle va se combler, elle va mourir. Donc vous voyez, c'est pas terminé. Donc elle dure longtemps et elle concerne toute l'Europe du Nord. Mais Michel, on est quand même dans la saison des tempêtes. Comment? On est quand même dans la saison des tempêtes. Si tempête il doit y avoir, on est quand même dans la saison. Surtout, oui, tempêtes d'hiver, mais surtout les tempêtes, c'est quand il y a vraiment les conflits de masse d'air, c'est-à-dire les changements de saison, c'est-à-dire c'est soit l'automne, soit au printemps. Mais c'était pas la tempête de 1996, non? 89 aussi. Voilà, on en a eu d'autres. On en a eu Non, c'est 99. Alors 99, c'est autre chose. 99. C'est un autre phénomène, qui est dû à ce que toujours le courant de jet est passé sur la France, mais il est passé, au lieu d'être à 8-9 km d'altitude, il était très bas, 3-4 km. Donc, comme vous êtes sur la Terre et que vous avez à 3-4 km un courant d'air à 200, 250, 300 à l'heure, ça fait d'énormes dégâts. Voilà, le problème, il était là. D'accord. Et est-ce qu'on doit vivre et se préparer à vivre des tempêtes plus répétitives que ce qu'on a connu? L'intensité et la répétition. On a eu un excès de chaleur énorme pendant un mois, et donc qui a fait qu'à amplifier le phénomène. Donc la question que s'on pose, on dit, ben voilà, comme on assiste, allez, je ne vais pas dire à un réchauffement, mais une modification et une accélération de la modification du climat, c'est indéniable, et on a une amplification des problèmes. Alors la question est de savoir, est-ce que ce type de tempête, pour le moment non,
Pour le moment, non, puisque l'on en a une. Il va falloir voir si dans un an, on s'en paye d'autres. C'est Voilà. ça, ouais. Je me disais tout à l'heure que ces phénomènes qui nous échappent nous rendaient un peu, finalement, irresponsables à l'époque où nous sommes responsables de tout. Et puis, votre question, cher ami, nous ramène à la responsabilité, car au fond, il y a un phénomène naturel extraordinaire et nous nous posons, plongés que nous sommes dans cette culpabilité individuelle, dans l'idée que peut-être ce qui apparaît être l'inexorable n'est que le résultat de notre comportement. Décidément, la vie est dure. Très très Il y a belle tout phrase. ce qui arrive Jean-Claude d'anormal Dacier. au plan météo depuis maintenant 1 an ou 2, c'est, alors peut-être est-ce vrai, je n'en sais rien, c'est réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Vous posez, qu'il arrive quoi que ce soit, c'est réchauffement climatique. Peut-être est-ce la réalité, je suis bien incapable de trancher. Mais je trouve ça, parce qu'effectivement, quand on a un tout petit peu de mémoire, des grosses tempêtes comme celle-ci, il y en a eu d'autres, c'est pas souhaitable. Moi, je m'inquiète de quelque chose de beaucoup plus prosaïque, c'est qu'est-ce que vont faire nos compagnies d'assurance. Ah oui, ça vous inquiète cette question. Ça inquiète tous les Français parce que ça peut augmenter de manière sensible. C'est vrai qu'il y a une concurrence. Faire maintenant. augmenter les prix des Bien sûr, les primes. cotisations. Oui, parce que j'ai vu les chiffres tout à l'heure. L'été dernier, mai-juin, printemps-été, il y a eu, je crois, avec les pluies et la grêle, 430 millions d'euros de remboursements divers et variés. Bon, là, il y aura sans doute beaucoup moins, sur le territoire français en tout cas, mais si les compagnies d'assurance nous entendent, qu'elles nous disent à quelle sauce on va être arrangé, parce qu'elles ne sont pas là non plus pour perdre de l'argent, mais on a aussi, nous, à surveiller notre pouvoir d'achat, quel qu'il soit, et donc c'est intéressant de savoir si on ne va pas se retrouver avec une augmentation sensible de ces primes, c'est tout. Il y a Gabriel un certain nombre qui ont envoyé des messages, oui. il me semble que ça n'était pas arrivé, enfin en tout cas je ne l'avais pas constaté, en disant attention, ne sortez pas ou évitez de sortir ce soir, et je me demandais si c'était une façon de se couvrir et de s'exonérer pas débourser d'argent. si quelqu'un contrevenait à leurs consignes. Mais si je posais la question à Michel Chevalet, notre expert scientifique, sur la répétition des phénomènes, c'est bien parce que je veux éviter toute approche dogmatique et savoir si ces phénomènes-là, on les a connus il y a quelques décennies, et s'il y a un espacement entre ces phénomènes rationnels, ou si effectivement on est dans une forme de répétition de ces phénomènes. Et là, il faut se poser des questions peut-être effectivement sur les changements et les dérèglements climatiques. Il y a deux questions. Alors Michel, réponse. Rapidement, il y a deux questions. On essaye de reconstituer le passé. L'histoire a une mauvaise mémoire, on trouve ça dans les écrits, et surtout les écrits des moines. Ils notaient tout, parce que c'était les seuls qui savaient écrire, concernant les archives. Et alors on s'aperçoit qu'il y a toujours eu de très gros tempêtes. C'est vrai. Et là, je vous dis, la dernière, la très grosse, c'était il y a 67 ans. Ce qui est de dire qu'à peu près 1 ou 2 fois par siècle, on a, sur l'Europe du Nord, je ne parle que de l'Europe du Nord, on a de très grosses tempêtes. OK, alors maintenant, la deuxième question, les dégâts. Il faut s'apercevoir, c'est qu'on a modifié complètement notre paysage. C'est-à-dire qu'il y a des lignes électriques, on a planté des arbres, On a bétonné. il y a beaucoup d'habitations. On montrait un immeuble, ça tombe bien, regardez l'immeuble. L'immeuble, là, il se fait arracher le revêtement extérieur. Alors on dit, c'est le vent. Non, attendez, c'est une survitesse. C'est-à-dire le coin de l'immeuble, quand le vent passe, fait un tourbillon derrière. Comme dans votre voiture, la lunette arrière est toujours sale dans votre voiture. L'arrière est en dépression. Eh bien là, le coin de l'immeuble, c'est pour ça qu'on entend le sifflement, il est en survitesse, c'est-à-dire que le vent, à ce moment-là, s'il est à 120 à l'heure, il va passer peut-être à 180, 200. Et le revêtement n'a pas été conçu, il va être aspiré. Donc, voilà l'explication. Donc il faut que l'on pense... Aussi la façon dont on construit les immeubles, les nouvelles constructions. Et impressionnant, ce Michel Chevalet. Et Même c'est les tout. sifflements, il nous les explique. Vous vous rendez compte, les sifflements d'immeubles. Alors, Extraordinaire. je me souviens, mon copain Gandemer, qui était le patron du CSTB à Nantes, c'est une soufflerie qui est faite pour étudier les bâtiments, c'est-à-dire les immeubles, les maisons. C'est unique au monde, c'est remarquable. Et il étudiait les tours de la Défense. Il avait un cas. Il y avait une dame qui les avait appelés, elle disait, ben voilà, j'ai des nausées, moi je vois le ciel, je vois, ça monte, je suis à la Défense, je vois, ça bouge sans arrêt. Arrête de boire, ou fume pas, enfin ça va. Lui, il s'est préoccupé du problème. Il a fait les maquettes en soufflerie de la Défense, il a mis des vents à 100, 120 à l'heure, et il s'est aperçu que le vent entre les immeubles qui rétrécissaient s'accélérait, et donc on avait des ondes. Et les immeubles se rapprochaient, s'écartaient quelques dizaines de centimètres. Et ça a créé des ondes de basse fréquence aux alentours d'une oscillation par seconde, qui est la plus terrible pour le cerveau, et ça donne ce que le mal de mer, des nausées.
Et alors, ça a été résolu depuis? Non? Alors, maintenant, oui, on fait très attention dans la conception des immeubles D'accord. pour éviter justement ces phénomènes de résonance. Allez Michel, un petit mot sur cette mission spatiale dont on voyait les images dans le journal de Nelly Denac. On va revoir les images de cette sonde spatiale. Elle va où exactement alors? Ça, c'est le décollage. Les images sont NASA. C'est la NASA qui lance avec une